Bienvenue dans cette interview croisée. Les avatars de Marco Materazzi et Simone Piorto vont se relayer pour répondre à 5 questions sur les applications possibles et les changements dans le monde de l'hôtellerie avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Commençons tout de suite. Est-ce qu'il a encore du sens d'avoir et d'investir dans un site web si, à l'avenir, ce ne sont plus les gens qui cherchent, mais les IA? Il a toujours du sens d'investir dans ce qui nous appartient, dans ce qui nous reste au fil du temps. Je pense à l'hôtel, à sa propre marque, à l'équipe avec laquelle on travaille, et le site web ne fait pas exception, car c'est notre bastion numérique. Le paradoxe, à ce stade, c'est que nous revenons au Web 2, un web où le contenu règne en maître, qu'il s'agisse de texte, d'images ou même de vidéos. Nous devons donc enrichir les sites, nos sites, afin qu'ils contiennent le plus d'informations possible, évidemment présentées de manière ordonnée et organisée. Mais sans une information claire, sans une histoire de ce que nous offrons, de qui nous sommes et de qui est notre clientèle cible, il devient impossible, aussi bien pour un être humain que pour un système d'IA, de comprendre quel type de service nous proposons, qui nous sommes et à qui nous nous adressons. Évidemment, un aspect fondamental est aussi l'accessibilité et l'utilisabilité. Les sites doivent rester utilisables aussi bien pour les êtres humains que pour les agents et les crawlers, c'est-à-dire ces systèmes qui parcourent les sites, mais de façon numérique, donc ces petits robots qui naviguent sur les sites web. N'oublions jamais que la deuxième partie du site, c'est le moteur de réservation, donc le moteur de réservation doit lui aussi être adapté à ce développement technologique. Il doit donc bien se connecter au site web et maintenir les principes de suivi de la navigation. Mais aussi offrir une connexion aussi fluide que possible, de sorte que même ceux qui ne sont pas des êtres humains puissent passer du site web à la finalisation de tout le processus de réservation, le choix du logement, des dates, du nombre d'hôtes, mais aussi d'éventuels services supplémentaires, en analysant les conditions de réservation afin que celles-ci soient conformes aux attentes de ceux qui contrôlent ce système d'IA. Absolument, oui, mais avec une condition fondamentale. Nous devons arrêter de penser au site web comme à une interface conçue uniquement pour les yeux humains, ce qui est pourtant ce que nous avons fait au cours des 25 dernières années. Le site web traditionnel, celui pensé pour l'expérience utilisateur, avec des parcours linéaires, un bel appel à l'action, une certaine esthétique, ne disparaît pas forcément, mais il se déconstruit un peu, donc il cesse d'être la seule norme. Il devient une interface possible à distance, mais pas la seule, je dirais. Il faut prendre en compte qu'aujourd'hui, et de plus en plus, nous ne sommes plus seulement recherchés par des personnes, mais aussi par des intelligences artificielles, par des agents, et surtout, les agents ne lisent pas, ne font pas défiler, ne s'émeuvent pas devant un beau design, un beau template ou de belles photos, n'est-ce pas? Les agents analysent, extraient, synthétisent la donnée. Et ils travaillent surtout avec des structures sémantiques, avec des power caps, avec des schémas linguistiques, etc. Nous voyons déjà la preuve, j'imagine que vous avez tous déjà utilisé Google depuis l'introduction de l'Overview, même en Europe, et dans un pourcentage toujours plus élevé de recherches sur Google, certaines études nous disent même entre 60 et 70%, l'utilisateur reçoit déjà une réponse générative toute prête, donc sans même avoir à cliquer sur un site. C'est ce que nous appelons le paradoxe du zéro-clic, le zéro-clic paradoxe. Cela signifie que si le contenu web n'est pas lisible par une intelligence artificielle, pour l'intelligence artificielle il n'existe pas, et donc cette optimisation ne passe plus seulement par l'expérience utilisateur, mais par une nouvelle grammaire du web. On peut l'appeler une agent expérience, par exemple, ou, d'une manière encore un peu grossière mais parlante, la GEO, Generative Engine Optimization. À mon avis, il se pourrait même que, pendant un certain temps, on assiste à une sorte de retour en arrière, donc un web un peu à la mode des années 90, des sites plus denses, plus textuels, avec plein de FAQ, des blogs narratifs, des contenus pas vraiment structurés pour plaire à l'œil humain, moins design-friendly, moins minimaliste, mais justement fait pour être digéré par les agents. En fait, à l'époque, dans les années 90 et au début des années 2000, on écrivait les pages davantage pour les crawlers que pour les yeux humains. L'autre paradoxe, à mon avis, est lié au fait que nous parlons de sites web comme s'il s'agissait d'une seule chose, alors qu'en réalité les hôtels ont 2 sites web, le site brand.com est le moteur de réservation, et là,
malheureusement, nous n'avons quasiment aucun contrôle. Et donc, en d'autres termes, le site, dans la mesure du possible, le moteur de traduction doit devenir, pardonnez-moi l'expression, bilingue, parce que dans un monde où les intelligences artificielles et les êtres humains sont notre public, il ne suffit plus d'être en ligne comme nous l'avons fait ces dernières années, il faut aussi être lisible. Le revenu management tel que nous le connaissons aujourd'hui peut-il survivre à l'intelligence agentique? Je dirais que la question, formulée ainsi, risque de créer une fausse dichotomie, parce qu'ici il ne s'agit pas vraiment d'une question de survie, mais plutôt d'une question de transformation, comme dans tout, non? Et il faut peut-être faire une petite introduction, une brève introduction, car, avant même de parler d'intelligence agentique, il faut préciser qu'aujourd'hui, dans le domaine du revenu management, le sale boulot est encore fait par le vieux machine learning. Pas très glamour, n'est-ce pas? Donc, pas le grand modèle linguistique qui fait la une, mais un algorithme déterministe tout droit sorti d'un livre-jeu, si vous voulez une référence aux années 80. Donc, si cela se produit, va au paragraphe 12, si tu tues le Minotaure ou le troll, va assez vite. La plupart des RMS actuellement sur le marché fonctionnent justement comme ça, ce sont des systèmes majoritairement basés sur des règles, plus ou moins sophistiquées, avec un peu de muscle, mais ils sont encore très loin de ce que l'on peut appeler même de l'intelligence générative, alors imaginez l'agentique. L'arrivée des LLM dans le revenu management n'est pas substitutive, mais habilitante. Je dirais que ce n'est pas l'IA qui décide du prix, c'est l'IA qui explique pourquoi ce prix a du sens. Donc, le modèle linguistique intervient en phase finale de la conversation, de l'explication, de l'interprétation. Ce n'est pas l'oracle, c'est le gros moteur qui fait la traduction, et je pense que c'est nécessaire. Je pense donc que le changement de paradigme pourra arriver avec l'intégration de plusieurs modèles dans un scénario multimodal, une IA pour la prévision, une IA pour l'analyse des signaux, une IA pour, au final, l'interaction avec l'humain et surtout aussi un système capable d'apprendre de ses erreurs. Dans un projet sur lequel j'ai travaillé récemment cette année aux États-Unis, sur un RMS assez avancé, l'une des conditions que j'avais posées était celle-ci. Si un revenu manager, par exemple, remplace la suggestion de la machine, faisons en sorte qu'il explique aussi pourquoi. Cette explication devient une information qui, dans certains cas, sert à réentraîner le système, donc il se peut que le système n'ait pas pris en compte quelque chose, dans d'autres cas elle met à nu ce qu'est le biais humain, le préjugé, l'intuition du revenu manager qui ne résiste ensuite pas à la vérification. Et c'est là, je crois, que le revenu management change de visage. Ce n'est plus le revenu manager chaman qui connaît le marché, mais il devient un directeur artistique de tous ces signaux qu'il orchestrait, le cas échéant, corrige, la plupart du temps de manière pertinente. C'est donc un passage de ce qu'on appelle l'human in the loop à ce qu'on désigne généralement sous le nom de human on the loop. Ainsi, l'IA agit de façon autonome, le revenu manager observe et corrige si nécessaire. Imaginez donc un RMS qui sait qu'un concert de Lady Gaga vient d'être annoncé, comprend que la demande va exploser, prévoit le comportement des courbes de prix, intervient en temps réel sur le tarif et, enfin, explique à l'humain, via le langage naturel, grâce au LLM, pourquoi il a agi ainsi. Ce n'est donc pas un revenu management inhumain. C'est plutôt un revenu management post-humain. Il va de soi que, dans un futur pas si lointain, on pourrait envisager des scénarios où l'humain serait complètement sorti de la boucle, mais nous en reparlerons plus tard. Le revenu management a été complètement révolutionné par l'intelligence artificielle. Jusqu'à il y a quelques années, de nombreuses applications utilisaient uniquement une automatisation basée sur des algorithmes, donc si ceci se produit, fait cela, sans toutefois apprendre des conditions environnantes. L'intelligence artificielle appliquée au contexte du revenu management est ce qu'on appelle le machine learning. C'est donc un grand saut évolutif par rapport à l'automatisation algorithmique, qui est simple, n'apprend pas et applique simplement des règles que j'ai prédéfinies. Mais alors, qu'est-ce que je fais avec le machine learning? Je crée des règles et des comportements qui sont ensuite affinés au fil du temps. Donc le système apprend, assimile et s'améliore avec le temps. C'est différent de ce que nous faisons avec les LLM, donc les chatbots avec lesquels nous discutons, comme ChatGPT, Gemini, Claude, etc.
Ce ne sont pas des systèmes prédictifs et ce ne sont pas des modèles qui apprennent à partir des données de notre hôtel. Si nous voulons faire du revenu management, nous avons donc besoin d'un logiciel qui applique correctement le concept de machine learning, un concept qui n'est d'ailleurs pas si récent, mais qui existe sur le marché depuis un certain temps déjà. Que font ces systèmes de machine learning? Ils prennent des groupes homogènes d'hôtels, donc avec les mêmes caractéristiques, que l'on peut appeler des clusters, donc des groupes, et à partir de là, ils entraînent les modèles, ce qui leur permet de comprendre, pour des hôtels similaires, quel sera le comportement afin de générer ensuite une prévision. Une prévision, c'est une estimation de la façon dont les choses vont évoluer à l'avenir. Plus notre système de machine learning est raffiné et précis, plus nous serons proches de la réalité, en gardant à l'esprit qu'évidemment, nous n'arriverons jamais à faire coïncider parfaitement ces deux données, c'est-à-dire ce qui va se passer et ce que nous prévoyons. Utiliser des clusters de données provenant de différents hôtels similaires aux nôtres nous permet d'obtenir une fiabilité plus précise, même lorsque l'historique est limité, car ces systèmes d'intelligence artificielle fonctionnent mieux, ou plutôt, ne fonctionnent bien que si nous disposons de beaucoup de données. Nous devons également tenir compte du fait que notre logiciel de gestion doit être capable d'enregistrer correctement ces données afin de pouvoir ensuite les transmettre au système de revenu management qui utilise l'IA. Si nos PMS n'enregistrent pas correctement les données, il se produit ce que l'on appelle dans le jargon gigot, c'est-à-dire garbage in, garbage out. Si mes données d'entrée sont des déchets, ce qui en sortira sera des prévisions qui seront tout aussi mauvaises. Y a-t-il encore un avenir pour la publicité en ligne dans un monde où la découverte ne passe plus par les utilisateurs mais par les algorithmes? Nous aimerions tous avoir un assistant, un secrétaire. Une personne, une figure qui nous aide dans les tâches quotidiennes, qui fait quelque chose pour nous, qui fait le sale boulot, entre guillemets, qui s'occupe de faire ces choses que nous n'avons pas envie de faire, comme nous rappeler nos rendez-vous, peut-être parler à quelqu'un avec qui nous ne voulons pas discuter ou effectuer des opérations, y compris peut-être réserver un hôtel. Donc, pour réserver un hôtel et me rendre heureux, ce secrétaire, qu'il soit humain ou virtuel, a besoin de connaître mes préférences, mes besoins de voyage, mes caractéristiques, la raison pour laquelle je voyage, etc. Donc, c'est certain, la façon dont nous réserverons les hôtels va changer et ce sera de plus en plus une approche, entre guillemets, agentique. Donc, à travers des robots, des assistants, des chatbots qui nous permettront, en tant que personne, de choisir la solution la plus adaptée à un voyage donné. Et je ne parle pas seulement du prix, je ne parle pas de comparer des tas d'hôtels, ce n'est pas ça le point. Le point, c'est de trouver la bonne solution pour le bon voyage, parce qu'il faut se rappeler que nous sommes un segment de clientèle qui varie en fonction du type de voyage que nous faisons. Dans certains cas, nous sommes en voyage d'affaires, dans d'autres, nous sommes en voyage de loisirs, parfois en couple et d'autres fois, nous voyageons seuls. Donc, selon mes besoins de voyage, j'aurai aussi différentes préférences de recherche. Pouvoir compter sur un outil capable de chercher en ligne et de trouver l'offre la plus adaptée. Mais pas seulement du point de vue économique, aussi du point de vue logistique, du bon déroulement de notre déplacement, qui connaît nos rendez-vous, qui connaît les personnes que nous allons rencontrer, qui sait où nous irons, etc. Ce sera sans aucun doute d'une très grande aide. Dans ce contexte, celui qui tire un peu son épingle du jeu parce qu'il détient les données, c'est Google. Google a déjà intégré les fiches de profil d'activité au sein de Gemini. Aujourd'hui, alors que nous enregistrons cette double interview, Attendre aura certainement un avantage compétitif par rapport aux autres modèles qui, eux, doivent s'appuyer sur des acteurs externes de réservation, d'intermédiation, pour pouvoir offrir une réservation à l'utilisateur. Google est un écosystème qui a tout, il part du moteur de recherche, du système de chat, de l'IA, évidemment, dont nous parlons, mais aussi des fiches de profil d'activité avec Google Travel, qui est son propre métamoteur interne. Un métamoteur qui fournit à Google une quantité d'informations colossale sur toutes les structures d'hébergement. Donc, si je devais parier investir 1 euro sur l'une de ces technologies, je l'investirais sans aucun doute dans Google Travel,
qui prendra une forme de plus en plus agentique, de plus en plus proche d'un opérateur. Là aussi, oui, mais ce n'est pas un avenir qui ressemble à ce que nous avons connu jusqu'à présent. La métrique dominante du passé, qui a toujours été le clic, est en train de cesser d'être le cœur battant de la publicité digitale. Nous évoluons vers un tunnel de conversion différent, qui de linéaire devient assurément plus fractal, donc moins basé sur les clics et davantage sur la présence, je dirais. Le modèle publicitaire qui nous a accompagnés ces 20 dernières années, et qui a toujours été essentiellement le pay-per-click, commence à montrer des fissures dans un contexte où la découverte ne passe plus par l'intention de l'utilisateur, mais est désormais déléguée à l'intervention d'un algorithme. Évidemment, cela change tout le contexte. Dans ce cas, l'utilisateur n'est donc plus au centre, ou du moins il ne l'est pas toujours. Donc, si personne ne clique, c'est ce que nous avons en partie abordé tout à l'heure, les données commencent à le montrer, alors le clic perd de sa valeur. Ici aussi, les premières études sur le sujet nous disent par exemple que le taux de clic, donc le rapport entre le nombre de fois où une annonce est affichée et le nombre de fois où elle est cliquée, en présence d'une réponse d'AI Overview sur Google, passe d'une moyenne de 1,4 à 1,06. Ce qui signifie que, dans de nombreux cas, l'utilisateur obtient déjà ce qu'il veut sans avoir besoin de cliquer nulle part. Si cela a un impact sur l'organique, cela en a encore plus sur la publicité, non? Dans ce scénario, la publicité, je pense, devient moins transactionnelle et plus narrative. Tu ne paies plus pour amener l'utilisateur sur le site, tu paies pour être inclus dans l'histoire, non? Moi, j'appelle ça une mention papier. Donc, le nouveau symbole de statut dans la publicité, ce n'est plus tellement d'être cliqué, mais d'être mentionné par une intelligence artificielle. Certains modèles s'orientent déjà dans cette direction, je pense à Perplexity qui, même si cela suscite en moi des sentiments ambivalents, est en train d'introduire un système CPM, donc un coût pour 1000 impressions, ce qui anticipe aussi, à mon avis, la trajectoire que Google lui-même va suivre. L'étape suivante, je pense, sera encore plus radicale, il ne s'agira même plus de payer pour le volume, mais pour l'inclusion sémantique, c'est-à-dire être présent dans la réponse et pas nécessairement en haut de la certe. Ainsi, le paradigme de la protection de la marque change aussi. Aujourd'hui, on achète le nom et on paie si quelqu'un clique. Demain, la protection de la marque consistera à s'assurer que le nom soit prononcé par un agent, un LLM, un modèle, un moteur génératif. Donc, il ne s'agira plus d'être cliqué ou visité, mais simplement d'être cité. Dans ce cas, le clic devient une sorte d'effet secondaire, mais il ne sera certainement plus au centre. Donc oui, la publicité en ligne a un avenir, mais c'est un avenir où la publicité n'est plus un panneau sur la route qui essaie d'arrêter l'automobiliste, c'est plutôt une voix dans la conversation, donc une variable. Et le budget ne servira plus à attirer l'œil et le clic, mais à se faire entendre par ceux qui pensent et agissent à notre place. Avec des systèmes comme ChatGPT Agent ou Operator, comment va changer notre façon de réserver un hôtel? Radicalement, mais pas dans le sens simpliste où nous réserverions tous avec l'IA. La nature de la décision va changer, car la relation entre nous et celui qui prend la décision avec nous, ou parfois à notre place, va évoluer. La différence ne réside pas tant dans la technologie, mais dans ce que nous disons à ces systèmes. À un moteur de recherche, nous ne confierions jamais certains détails de notre vie personnelle, alors qu'à un modèle comme ChatGPT, il nous arrive parfois de le faire avec une légèreté qui, selon moi, frôle la confession. J'ai lu un article qui disait qu'au jour précédant la Saint-Valentin, il y a une flambée de demandes de lettres d'amour écrites par ChatGPT. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons sur Google, nous le demandons à un modèle, et cela devrait vraiment nous interpeller. Je fais souvent un exercice avec les étudiants, je leur demande merci. Essayez de demander à ChatGPT d'aller dans sa mémoire et de vous restituer l'image qu'il s'est faite de vous, et les réponses sont surprenantes, car au fil du temps, nous avons laissé derrière nous une traînée de données, préférences, peurs, désirs, des micro-informations mais aussi des informations plus générales, qui, mises bout à bout, créent un profil bien plus fidèle que ce que nous imaginons. Alors, quel pourrait être le scénario? Je pourrais simplement dire à un agent, réserve-moi un hôtel à Milan pour vendredi prochain, rien d'autre. Je ne précise pas que je voyage pour le travail, je ne dis pas que j'ai besoin d'un grand bureau, d'une salle de sport, d'un bon Wi-Fi, mais ce sont toutes des choses que le modèle connaît, que l'agent sait,
Il l'a appris grâce aux dizaines, centaines, milliers de conversations précédentes qu'il a eues avec moi. À ce moment-là, cet agent, qui contrairement à moi n'est pas pressé, n'a pas d'enfant accompagné à l'école, n'a pas un appel qui va commencer, n'a pas à enregistrer le podcast avec Slop, va chercher pour moi la meilleure option, qui n'est pas la première, ni la plus cliquée, ni celle qui est sponsorisée, mais probablement la meilleure. Et alors que moi, j'aurais ni 1 heure, et que je n'aurais peut-être même pas eu 7 heures à disposition dans une journée type, ces gens-là ont tout le temps qu'ils veulent pour trouver la meilleure solution pour moi. Ils le font mieux parce que, contrairement à moi, ils n'ont pas de biais cognitifs, ils ne sont pas fatigués, ils n'ont pas faim, ils n'ont pas toute une série d'autres choses à faire que nous, les humains, sommes encore obligés de faire. Ça ne veut pas dire que nous ne réserverons plus, comme nous l'avons toujours fait, mais je dirais que cela deviendra une sorte de luxe, un geste volontaire, comme aller physiquement en librairie alors que je pourrais simplement télécharger un e-book sur Kindle, tu le fais pour le plaisir du geste, pas par nécessité. Pensée Y, c'est un peu comme quand, dans les années 90, on allait dans des agences de voyage physiques et que les agents de voyage, qui connaissaient mieux les destinations, savaient quoi nous conseiller, etc., ils nous évitaient des erreurs. Merci. En substance, c'est la même chose, sauf qu'aujourd'hui les gens ont accès, en plus des informations qu'on leur donne, à tous nos mets, à l'agenda, au budget, aux allergies, aux sautes d'humeur, à toute une série d'informations. Google, dans ce jeu, a clairement un avantage énorme parce que il a accès à tout l'écosystème entier, de Gmail à Calendar, Maps, etc. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut arriver qu'aujourd'hui, le voyage commence déjà par un prompt ou par une commande vocale et se termine même sans un seul clic. Il y a clairement un avenir prometteur, à mon avis, pour la publicité en ligne. Malgré l'intelligence artificielle, donc les réponses directement à l'intérieur du moteur de recherche, laissent présager que les sites web ne seront plus aussi bien reliés au moteur de recherche. Mais c'est certain que les géants du web devront trouver une solution. Je vais expliquer plus clairement ce que je veux dire. Quand on cherche quelque chose sur Google, par exemple, les résultats sponsorisés sont assez mis en avant, on arrive à distinguer ceux qui sont sponsorisés de ceux qui le sont un peu moins. Mais si l'on fait un bond dans le temps et qu'on revient au début des années 2000, on voit que les contenus sponsorisés, donc ces résultats pay-per-click, étaient vraiment très visibles, ils étaient affichés à droite au lieu de. Au-dessus des résultats, ils avaient une couleur différente, bref, ils étaient beaucoup plus visibles. Ensuite, peut-être avec un peu de malice, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, on voit comment les moteurs de recherche ont progressivement intégré ces résultats payants à l'intérieur des réponses, en les insérant dans la SERP de réponse, donc dans la liste des résultats qu'ils présentent. Ma perplexité concerne la façon dont ces systèmes, dont ces moteurs de recherche, présenteront les contenus sponsorisés et rendront clair pour l'utilisateur qui a effectué la recherche qu'il s'agit bien d'un contenu sponsorisé. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il sera possible de payer pour être visible, pour être le résultat d'une réponse d'IA, donc d'un prompt de réponse. Là-dessus, à mon avis, il n'y a aucun doute. Ce sur quoi je suis un peu plus sceptique, c'est merci. Parviendra-t-on à obtenir un résultat transparent? Les utilisateurs réussiront-ils à comprendre qu'un contenu est sponsorisé tandis qu'un autre est organique? Voilà, nous sommes à un tournant où il faut comprendre comment le marché de la recherche en ligne va évoluer. Nous, les utilisateurs, mais surtout ces grands acteurs, ces grands portails, ces grands moteurs de recherche, devront certainement chercher un moyen d'être éthiquement corrects et de présenter des résultats qui ne seront plus tant rémunérés au clic, mais plutôt pour la mention ou l'apparition, entre guillemets, dans les résultats de recherche. Qu'adviendra-t-il des portails en ligne comme Booking.com? Un monde hôtelier sans Booking.com serait assurément un monde différent, et je ne pense pas que ce serait forcément un monde meilleur, justement parce qu'un portail comme Booking.com donne de la visibilité à des centaines de milliers d'hôtels qui, autrement, auraient du mal à se positionner sur le marché. C'est la mise en contexte. Maintenant, la question est de savoir si les portails en ligne vont disparaître ou non. C'est évidemment une question à $1 million et cela dépend beaucoup. Ça dépend beaucoup de quoi? De leur capacité à s'adapter à ce changement. Si j'étais à leur place, je serais inquiet, parce que ce qui se passe,
c'est que nous avons des agents, donc des systèmes d'IA qui naviguent seuls sur le web, qui cherchent partout la meilleure offre. La meilleure solution pour l'autre qui doit séjourner, pour moi Marco qui doit réserver un séjour, et dans ce contexte je cherche quelque chose pour un salon, pour une réunion de travail ou autre chose. Donc, assurément, une intelligence artificielle a la possibilité de consulter des centaines de sites web et d'évaluer les différentes options, un peu comme ce que les métamoteurs ont essayé de faire maladroitement au fil des années, c'est-à-dire essayer de présenter différentes opportunités de réservation en ne faisant que de la publicité sur les prix, donc en se concentrant uniquement sur le levier du prix. Maintenant, nous pouvons faire bien plus que cela. Mais alors, qu'est-ce que Booking peut faire, à son échelle, entre guillemets, bien sûr? Il peut offrir un système qui trouve lui-même la solution la plus adaptée pour son utilisateur, donc un chatbot interne. Même si, à terme, je ne sais pas si cela suffira, car nous utiliserons probablement un seul système de chat. En avançant, donc au lieu d'en utiliser plusieurs et que chaque site ait son propre système, qui en plus ne connaît pas mes caractéristiques, qui ne connaît pas mes besoins, ce que j'imagine, c'est un système de chat unique, justement comme je le disais dans la réponse précédente, ça pourrait être Google, un système unique à partir duquel je gère toutes mes informations et où j'ai tous mes agents qui accomplissent des tâches pour moi. Ces agents pourront certainement réserver sur le portail en ligne, ils pourront réserver via un métamoteur de recherche, mais aussi directement sur le site de l'établissement. Et c'est là, à mon avis, qu'il devient fondamental d'avoir un moteur de réservation, comme celui de Slop par exemple, que nous avons testé et qui s'est avéré compatible avec ces crawlers, donc ces systèmes de navigation de l'IA, qui permettent justement de finaliser la réservation même pour des systèmes d'intelligence artificielle, qui ne sont donc pas seulement pensés pour l'être humain. Qui cliquent sur les boutons, mais aussi pour des systèmes numériques qui effectuent eux-mêmes leurs clics, mais de manière autonome, sans souris, mais de façon programmatique, à travers les différentes étapes de notre moteur de réservation. Ils vont donc apprendre à le connaître, ils sauront comment il fonctionne et il sera intuitif aussi bien pour les machines que pour les personnes, et de plus en plus, ces systèmes d'IA pourraient finaliser une réservation directement sur votre moteur de réservation. Bonne question, mais je pense qu'elle trahit une erreur de perspective. Souvent, même des collègues me demandent « mais Booking ne fait vraiment rien en matière d'IA ». On dirait qu'ils sont à la traîne, comme s'ils étaient un acteur passif, immobile, attendant leur propre déclin. En réalité, le mouvement a déjà commencé, mais pas là où on l'attendait. Les OTA, Booking, Expedia, enfin, cela dépend aussi de la destination, ne sont pas obsolètes, elles sont souterraines. Essayez d'utiliser ChatGPT en mode agent depuis quelques semaines, c'est possible aussi en Italie sans VPN, et essayez de demander « Réserve-moi un hôtel à Rome pour vendredi prochain ». Dans 90 à 95% des cas, le motel ira sur Booking.com, il n'ira pas sur un site officiel, il ira sur Booking. Et pourquoi? Parce que les données sont mieux structurées, déjà aujourd'hui, parce que l'architecture de l'information est plus lisible, parce que les pages sont plus prévisibles pour un agent. En d'autres termes, elles sont excellentes, optimisées pour être lues par une intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, Booking se bat pour obtenir des clics, c'est comme ça depuis les 2 dernières décennies, mais demain, et en partie déjà aujourd'hui, Booking se battra pour être interrogé de façon souterraine par un agent. Ce n'est plus la vitrine scintillante qui séduit l'utilisateur avec le programme Genius, les filtres, etc., mais cela devient l'infrastructure sémantique sur laquelle l'agent s'entraîne, s'oriente et s'appuie. Elle devient la source et, dans ce cas, elle n'a même plus vraiment besoin de se montrer et, d'une certaine manière, elle se dématérialise. Ce n'est plus un site pour un agent, Booking devient un backend cognitif, il est invisible mais il est là, il est omniprésent. Donc, cela m'importe peu qu'il s'appelle Booking, cela pourrait être Expedia, cela pourrait être Agoda, cela change peu de choses, ce sont des couches de données sur lesquelles l'agent construit sa propre réponse. Et ici, malheureusement, un autre totem du secteur s'effondre, celui de la désintermédiation, un terme que je déteste, car il véhicule 20 ans de rhétorique, c'est aussi une idée déformée de la distribution. Mais bon, ceux qui me connaissent savent que j'en ai déjà trop écrit et parlé. Donc,
Il ne s'agit plus de vendre une chambre, il s'agit de vendre la donnée qui sert à un agent ou à une intelligence artificielle pour réserver cette chambre. Ainsi, le contenu devient la marchandise, la chambre, en fin de compte, est secondaire. C'est un scénario idéal, utopique, j'espère ne pas dire de science-fiction. On pourrait imaginer une sorte de couche unifiée, une base de métadonnées de disponibilité, de tarifs et d'inventaire nés de la collaboration de tous les PMS, channel managers, moteurs de réservation, où les agents pourraient venir piocher de manière neutre et interopérable. Mais nous savons que cela reste une chimère, non seulement pour des raisons techniques mais aussi à cause de logiques de pouvoir, de logique commerciale, de fragmentation, etc. Donc, en l'absence d'une norme commune, les agents iront chercher les informations là où ils trouvent des données lisibles, et aujourd'hui ces données sont fournies par Booking, non pas parce qu'ils le préfèrent, mais parce que c'est prédictivement utile pour l'établissement. Pour la profondeur et l'évolutivité. Merci beaucoup Marco et Simone, je rends l'antenne.